Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce samedi 30 avril. Voici les titres de votre journal. La Roca Team impressionnante, les hommes d'Obradovic ont battu l'Olympiakos d'un point 78-77 en play-off d'Euroleague. Une courte victoire qui met les deux équipes à égalité avant un match décisif mercredi. Nous analyserons cela avec notre consultant et ancien joueur, Ali Traoré. L'autre actualité, c'est Stoffel Vandoorne qui remporte le e-prix de Monaco devant Mitch Evans et Jean-Éric Vergne. Cet événement aura fait vibrer de nombreux spectateurs dans les tribunes, mais aussi au e-village. Nous vous y emmènerons. Nous serons demain le 1er mai, fête du travail, mais aussi symbole d'une tradition. Le muguet porte-bonheur. Quelle est son origine? Nous tenterons d'y répondre dans ce journal. Et puis une réouverture attendue, celle du Stade Nautique Régnier 3. Nous ferons le point sur les nouveautés de la saison. Et nous reviendrons sur la dernière représentation des ballets de Monte-Carlo, œil pour œil, une version nocturne de conte de fées. Dos au mur, la Roca Team devait gagner ce vendredi face à l'Olympiakos pour continuer à croire en ses rêves de Final Four. Au bout d'un nouveau match épique, Gaston Médecin a cette fois pu exploser de joie. Résumé de la rencontre avec Yannick Debever et Pierre Marsal. Pour obtenir le droit d'aller jouer un match décisif à Athènes, la Roca Team a tout donné en seconde mi-temps après un premier acte largement dominé par les Grecs. La force de la Roca Team, ne jamais baisser les bras et toujours s'accrocher. Au retour des vestiaires, la Roca Team se retrouve à -11 à cause notamment d'un Mustapha Fall intenable. Le plus gros écart du match sera aussi synonyme d'électrochoc pour Monaco qui fait tout à coup basculer la rencontre. Will Thomas, facteur X de ce match, lance un 9-0 bien suivi par Dante Hall, d'abord sur une interception de Ouattara, et Mike James, auteur de 18 points et 9 fautes provoquées. Les Rouges et Blancs sont revenus à hauteur des visiteurs et passeront même devant grâce encore une fois à Will Thomas. L'ailier fort de 35 ans, 16 points à 7 sur 8 au shoot, porte l'avance des Monégasques à 9 points sur ce nouveau tir longue distance. Les Grecs, à l'agonie, trouvent un second souffle et passent un 10-0 pour reprendre l'avantage. La fin de match irrespirable est le théâtre d'un duel entre deux hommes. Kostas Sloukas, 19 points, adore ces moments décisifs. En face, Dwayne Bacon, 21 points, est inarrêtable en pénétration. Et c'est bien le Rocaboy qui aura le dernier mot dans cette rencontre sur ce panier à 54 secondes de la fin. Il est énorme! Il est énorme! Il peut marquer contre le reste du monde, ce bonhomme! Gaston Médecin va trembler sur la dernière possession grecque, mais la défense monégasque tient le coup. Le shoot de Sloukas est manqué. Monaco s'impose 78-77. We was just, trying to fight. I think before the game, me and Bake talked, and we was just like, if we're gonna go down swinging. So talk to the whole team. We wanted to, show our best face and come out here and fight for what we felt like we deserved. So this is going to be a good. I knew it was going to be a good series before we started, and I think it's turning out to be even better than I thought. Job is not done though. We got one more game left. We know what we got to do. We're going to go fight just like any other day. Sous les yeux de Kevin Durant, Mike James et les siens s'offrent donc le droit de jouer un match décisif mercredi prochain au Pirée. Coup d'envoi programmé à 20h. Lui a vécu cette très belle victoire de la Roca Team au plus près du parquet. Il commente les matchs avec David Cosette depuis le début de la saison. Il s'agit bien sûr d'Ali Traoré. Bonsoir Ali. Bonsoir. On savait que Monaco avait les ingrédients pour battre l'Olympiakos. Ils ont trouvé la recette hier soir pour décrocher ce match 5 décisif. Alors la bonne recette, oui, c'est un Olympiakos absolument monstrueux ce soir, une équipe de très très haut niveau. Mais vraiment, moi ce que je veux retenir, c'est la résilience de la Roca Team qui a réussi à, malgré des séquences où il était vraiment surclassé, à quand même rester dans le match, ne pas abandonner pour pouvoir arracher cette victoire à la fin du match. Oui, c'est ça qui a fait la différence, Ali, hier soir. Ah bah oui, clairement, parce que vraiment, on va se dire, au niveau du basket, Olympiakos surclassait la Roca Team. Mais après, les individualités monstrueuses de la Roca Team, comme Dwayne Bacon, Mike James, etc., qui arrivent à créer des espaces et marquer des points en soliste, ça a permis quand même à la Roca Team de s'en sortir. Alors ce match 4 aura été palpitant et nous aura fait vivre beaucoup d'émotions. Quel est votre sentiment ? Soulagé, soulagé, euphorique, parce que vraiment,
la Roca Team ne démériterait pas dans un Final Four. Et c'est vrai que j'y crois énormément. Et donc c'est vrai que le dernier match, j'étais un peu déçu, mais là je suis vraiment soulagé. Je me dis qu'aller chercher une qualification au Final Four à Athènes, c'est pas donné à tout le monde. Ali, on parle beaucoup d'alchimie en basket. Il y en a eu hier soir sur le parquet. Ah oui, il y a clairement eu de l'alchimie. Et surtout, voilà, les joueurs se sont serrés les coudes dans les moments difficiles. Parce qu'on a toujours face à une équipe comme ça. Et collectivement, c'est peut-être moins bien léché qu'Olympiakos, mais c'est quand même très très fort. On peut dire que la Roca Team envoie un message fort aux autres équipes, mais aussi au monde du basket européen. Eh bien, le message est simple. Maintenant, Monaco est une place forte du basket mondial, pas qu'européen, mondial, parce qu'après la NBA, c'est l'Euroleague. Et là, Monaco est en train de mettre son nom sur la carte européenne du basket. Et les Monégasques peuvent aller chercher ce Final Four ? Bien sûr, tout est possible avec cette équipe. Moi, personnellement, je ne parierai jamais contre la Roca Team parce que voilà, ils ont montré qu'ils peuvent faire des trucs absolument extraordinaires sur des matchs de très haut niveau. Oui, ils ont déjà prouvé aussi qu'ils peuvent battre l'Olympiakos chez eux au stade de la paix et de l'amitié. Oui, ça a été déjà fait. Alors ce sera une ambiance incroyable, ce sera l'enfer rouge. Mais maintenant, la pression, elle est sur Olympiakos, elle n'est pas sur Monaco. Là, Monaco, c'est que du bonus. Maintenant, il va falloir assurer devant leur public et je peux vous dire que ça va être compliqué pour l'Olympiakos. Et vous y serez, Ali ? On y sera, bien sûr, pour Monaco Info. Merci beaucoup, Ali Traoré. Merci à vous. L'actualité en principauté, c'est aussi le e-prix de Monaco. La 5e édition a été remportée par le Belge Stoffel Van Dorn dans une course pleine de rebondissements et de dépassements. Le pilote Mercedes prend ainsi la tête du classement des pilotes devant le Français Jean-Éric Vergne. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de la course. It's an amazing feeling. I mean, Monaco is one of the most special races you can win as a driver. And last year we had a tough time here. This year we really managed to turn it around. And the target was to qualify at the front. And then I knew we would be in the mix. And that's exactly how the race panned out. So we were flying today. And massive well done to the team for giving me a strong car. It's not been an easy start of the season, but it shows the consistency we have and extremely happy. Et du côté de Rocket Venturi Racing, Lucas Di Grassi a terminé à la 6e place. Eduardo Mortara a lui été disqualifié. Nous y reviendrons avec les experts, Frédéric Elion et Franck Phillips. Ils analyseront pour vous le résultat de ce 5e e-prix de Monaco. Et compenser les spectateurs de ce e-prix, Vanessa Dessy est allée à leur rencontre pour recueillir leur avis. C'était très intéressant, surtout avec la petite, donc c'était la première fois, donc c'était sympa. Moi j'ai adoré, c'est la première fois que je vois et j'ai trouvé ça très amusant. C'est une première, moi je suis un grand fan de F1 et ça fait bizarre d'assister à un Grand Prix quand il n'y a pas de bruit. C'est juste ça qui était un petit peu perturbant, mais sinon c'est très sympa. C'était une belle course, dommage parce que nous on aime bien Félix da Costa, qui n'est pas gagné, mais bon, 5e position c'est pas mal. Et le Français il était en 3e position, mais il a perdu. On n'a pas le même effet sonore et on n'a pas aussi le même effet adrénaline. Je trouvais que c'était très bien parce que toutes les voitures, mais par contre il y en a une, elle a un peu cassé la voiture du Français, un peu cassé l'arrière. On était bien situés, je pense que... On avait au moins bien choisi notre endroit. Voilà. C'est un petit peu nouveau en électrique, donc c'est toujours bien, mais après je préfère quand même la Formule 1 de base, c'est plus ancien, c'est plus légendaire on va dire. C'était incroyable et je voulais bien que Mercedes gagne et je suis content, et voilà. Le championnat du monde de Formule 1, un championnat de plus en plus attractif. Tout est fait d'ailleurs pour animer les abords du circuit pour le plus grand bonheur des spectateurs. Vanessa Dessy s'est rendue au e-village qui propose une véritable immersion dans l'univers des monoplaces électriques. Voyez son reportage. Encore plus de sensations fortes, le e-village proposait un festival en immersion totale pour tous les fans de Formule 1. Une journée entièrement consacrée au divertissement, à l'exploration et à l'innovation. Musique live, espace pour enfants, aire de restauration, mais surtout une grande arène de simulateurs de conduite. C'est un simulateur de voiture de F1, donc de Formule électrique parce que c'est la journée de la Formule électrique aujourd'hui. Et du coup, ce sont des simulations, donc on peut régler avec les palettes des vitesses, etc. Et c'est un circuit qui n'existe pas, un circuit fantasy, et sur un laps de temps de 6 minutes
de trajet, donc avec le nombre de tours qu'on peut faire. Il y a pas mal de monde en ce moment là, beaucoup d'enfants aussi, donc c'est très intéressant. Mais on est beaucoup, on s'organise et on arrive à gérer, donc ça se passe bien. Même les commissaires de la piste, généralement basés aux abords du circuit, avaient la possibilité de venir faire une pause en plein cœur du e-village. C'est plutôt agréable, ça permet aux gens de pouvoir découvrir un petit peu le monde de l'électrique, parce que bon, c'est encore une course qui n'est pas trop comme la Formule 1, c'est pas très connu, donc ça permet aux gens de passer un bon moment, en même temps de découvrir la formule électrique. Une journée bien remplie avec de nombreuses activités pour stimuler l'imagination des jeunes fans, mais aussi encourager la curiosité des plus grands. Je trouve très sympa, très accueillant. Pour les enfants, on se fait plaisir. C'est sympa, c'est électrique, c'est nouveau et c'est amusant le e-village. C'est la première fois qu'on vient, franchement c'est pas mal, c'est bien. Après on ne connaissait pas du tout ce monde-là et franchement c'est pas mal. On a des chocolats, on a plein de surprises. Pour ne rien rater de la compétition, la course était retransmise en direct sur écran géant. Voilà donc le e-prix remporté par Vandoorne. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Christine Datomel. Bonsoir, on débute avec cette remise de distinction. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Hier soir s'est tenue la remise des palmes académiques dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Robert Larini et Nicolas Rodier ont été faits officiers de l'ordre des palmes académiques et Nadine Lanari, Daniel Merlino, Luc Gamel, Stéphane Lamotte et Alexandre Moreno ont été élevés au titre de chevalier de l'ordre des palmes académiques. C'était le 2 mai 2012, le catamaran Planète Solar faisait son arrivée à Monaco après une navigation de plus de 50 000 km autour du monde. Une plaque commémorative vient d'être dévoilée pour célébrer les 10 ans de cette aventure unique, Christinda. Oui, cette plaque permettra ainsi de ne pas oublier le Planète Solar, un projet qui a permis le premier tour du monde en bateau alimenté par énergie solaire. Une expérience conduite par Raphaël Donjean et ses cofondateurs qui voulaient ainsi démontrer qu'aujourd'hui des technologies et des énergies renouvelables sont disponibles pour une véritable transition sociale et écologique. Après son tour du monde, durant de nombreuses années, le catamaran Planète Solar a continué de naviguer et a fait escale dans de nombreux ports à travers le monde pour poursuivre sa mission d'ambassadeur de l'énergie solaire. Renommé MS Porima, en 2021, il est ensuite reparti pour un tour du monde en décembre 2021, depuis au Japon. Merci Christinda. Demain, nous serons le 1er mai, jour de la fête du travail, une journée également associée à une tradition, le muguet. Il est coutume de dire que ces petites clochettes porteraient bonheur. Pourquoi offre-t-on du muguet un 1er mai et comment l'entretenir pour qu'il dure plus longtemps? Élément de réponse dans ce reportage de Vanessa Dessy réalisé avec Thomas Deus et Clélia Renaud. La tradition de s'offrir du muguet débute lors de la Renaissance. Depuis, le geste est devenu très symbolique chaque année. C'est beaucoup les personnes plus âgées qui viennent. C'est une tradition qui perdure dans le temps. Pour le mois d'avril, c'est une grosse journée. Après, cette année, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le Grand Prix électrique samedi. Et ça tombe un dimanche et donc le 1er mai est reporté, le férié est reporté le lundi, donc les gens partent. 3 jours, beaucoup, donc on verra comment ça va se passer demain. Sa floraison a lieu entre avril et juillet. L'idéal voudrait que la plante fleurisse pour le 1er mai, mais ce n'est que rarement le cas. Les cultures du muguet demandent beaucoup de fraîcheur et d'humidité à la fois. La seule difficulté dans le muguet, c'est que pour les producteurs, il faut que ça soit produit pour le 1er mai. Cette année 2022 est pas mal, il a fait un temps relativement doux et ça a été favorable pour le muguet. Que ce soit le coupé ou le raciné, il est bien. Même les tout-petits comprennent l'importance d'offrir du muguet et de perpétuer la tradition. Déjà, c'est le 1er mai, donc c'est important. Vous pouvez l'offrir à votre mère, à votre soeur. Pour que ça porte bonheur. Sachez que le muguet est une plante fragile qui ne survit jamais très longtemps, à moins de l'entretenir correctement en évitant le soleil et la chaleur. Et l'arrivée du mois de mai avec les beaux jours annonce également la réouverture du stade nautique Régnier 3. Après une saison hivernale en mode patinoire, la piscine rouvrira ses portes lundi prochain. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi s'y sont rendus en cette fin de semaine à l'heure des derniers préparatifs. Découvrez avec eux les nouveautés qui vous attendent pour cette nouvelle saison.
L'eau monte en température, les lignes d'eau vont être installées et les transats encore superposés les uns sur les autres attendent les premiers visiteurs dès 9h ce lundi 2 mai. La piscine du Stade Nautique Régnier 3 sort d'hibernation et se prépare pour sa saison estivale. Un travail conséquent est nécessaire en amont pour le personnel afin que tout soit prêt le jour J. Tout avance, mais ça ne se fait pas sans effort, sans travail. Et on peut voir que les gens se forment sur la nouvelle billetterie, sur les nouveaux accès. Les gens ont préparé le terrain, entre guillemets la plage. On a une équipe de permanents qui gère que ce soit la patinoire ou la piscine et les transformations qui prennent beaucoup de temps. Mais on a aussi toute une équipe qui arrive et qui sont déjà au travail de formation et qui vont arriver dès que la piscine sera ouverte, avec des saisonniers dans tous les métiers qui vont autour de cette belle piscine. Maîtres nageurs, plagistes, caissiers et autres personnes qui seront là pour vous accueillir. Et qui dit nouvelle saison dit nouveauté et cette année on les retrouve surtout du côté de la billetterie. On a refait le hall d'accueil, une nouvelle billetterie avec des tripodes d'entrée pour pouvoir filtrer et contrôler les entrées et une nouvelle billetterie, une nouvelle politique tarifaire avec grande nouveauté cette année, des passes horaires qui étaient fortement réclamées par le public pour les nageurs où on pourra décompter à l'heure au temps de passage exact. Cette année, la grande nouveauté, c'est la billetterie qui va être couplée avec la billetterie de la piscine Saint-Charles, ce qui permettra aux usagers et aux clients de la piscine, aussi bien de Saint-Charles, du Stade Nautique, pour les cours d'aquabike par exemple, de réserver et d'aller soit à la piscine Saint-Charles, soit au Stade Nautique. Un meilleur confort pour les usagers et les résidents de Monaco. Pour les clients du Stade Nautique ayant encore d'anciennes cartes ou tickets, pas de panique, il sera possible de les terminer avant de basculer sur une nouvelle carte d'accès. Autre nouveauté du côté du bassin, le site devient non-fumeur et aura donc une zone aménagée. Leçons de natation, cours d'aquagym et d'aquabike seront toujours proposés. Une nouvelle saison qui débute dès lundi et se terminera le 9 octobre. Quand un conte de fées vire au cauchemar, Jean-Christophe Maillot présente œil pour œil au Grimaldi Forum, un ballet en forme de polar en noir et blanc. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. À l'affiche du Grimaldi Forum jusqu'au 1er mai, les ballets de Monte-Carlo présentent la reprise d'un spectacle créé en 2001, un ballet chorégraphié par Jean-Christophe Maillot, à partir d'une nouvelle de Jean-Marie Laclavetine. Œil pour œil, c'est son titre, manie les codes du polar, le crime, la vengeance, la pègre, le sexe. J'avais vraiment envie pour une fois aussi de me frotter à cette idée-là qu'on peut ne pas toujours raconter forcément des histoires qui finissent bien, qui sont forcément joyeuses, et que la dimension dramatique, voire tragique, qu'on peut trouver dans un polar est quelque chose d'assez excitant à mettre en scène. L'écriture chorégraphique est différente de l'écriture chorégraphique d'un conte de fées. Oui, elle est différente et d'autant plus que là, elle est appuyée par un système d'écrans géants qui sont dans la salle, qui permettent aux spectateurs, alors d'abord d'avoir des gros plans en live, en direct, pendant le spectacle, et puis surtout de vous donner des informations qui ne se passent pas sur scène et qui se passent dans les écrans en même temps. Donc c'est vraiment une écriture qui n'a rien à voir, je le vois un peu comme un ovni ce spectacle, c'est quelque chose qui est très surprenant, qui est très inattendu, où la notion effectivement du noir et blanc est très importante. Et donc dans la danse elle-même, il y a quelque chose de beaucoup plus décalé, je dirais presque de beaucoup plus urbain. Il y a quelque chose effectivement de totalement précurseur qui aujourd'hui paraît peut-être plus normal, et c'est ça qui est amusant de se dire que finalement on a pensé des choses qui peut-être étaient une espèce de manière un peu visionnaire de voir ce que la société deviendrait, et par contre quand je vois la pièce je me dis que c'est pas très joyeux et je ne sais pas si on est dans une période extrêmement joyeuse. Et dernière représentation d'œil pour œil au Grimaldi Forum lundi à 15h. On retrouve Chrisinda Tomel pour un nouveau point sur l'information. Chrisinda, un artiste monégasque a retenu l'attention des visiteurs cette semaine. Effectivement, le peintre Claude Gauthier expose ses œuvres à l'hôtel Méridien. L'artiste monégasque a dévoilé ses plus belles pièces au Prince Souverain cette semaine à l'occasion d'une visite en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Autre exposition, celle à l'espace 22. Effectivement, l'exposition L'art de la course réunit Soria Droms et Marco Collini, deux artistes passionnés par le monde de la course. Une exposition en parallèle du
79e Grand Prix de Monaco. Cet événement qui met en avant le monde automobile se tiendra jusqu'au 28 mai, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et du côté du Port Hercule, c'est la céramique qui est à l'honneur. L'artiste Maxime Sillot présentait lors d'un vernissage en cette fin de semaine sa nouvelle collection de céramique intitulée Tétis. Des pièces aux formes arrondies et voluptueuses, aux couleurs ocre, qui étaient à découvrir au sein de l'atelier WAM, situé sur le quai Antoine Ier. Et puis il est déjà l'heure de s'organiser pour les stages d'été. Les inscriptions sont déjà ouvertes à l'Académie monégasque de la mer. Oui, nouveauté cette année, les enfants âgés de 7 ans pourront également bénéficier des stages à l'école bleue en formule demi-journée dans le groupe des Otaries. Les stages débuteront à 8h30 et se termineront à midi et auront lieu dans la réserve du Larvoto. Et enfin, Christinda, quelles sont les prévisions météo pour la journée de demain 1er mai ? Demain, le temps sera couvert le matin et nuageux et pluvieux l'après-midi. Les températures oscilleront entre 13 et 18 degrés. Le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 20h33. Demain, nous fêterons les Jérémies. Bonne fête donc à tous les Jérémies et notamment à notre diffuseur du week-end, Jérémy Crinchamp. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et de Michael Alési qui reviennent sur un début de week-end sportif à Monaco entre le e-Prix et l'Euroleague. 2 événements que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.